Notre invitée politique ce soir, Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice PS de l'Oise, vice-présidente du Sénat et soutien d'Arnaud Montebourg. Ce soir, vous répondrez aux questions de Gilles Bernstein, mais aussi de notre observatrice citoyenne Louisa Chohu. Bonsoir Louisa, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes étudiante en première année d'histoire à la Sorbonne. Bonsoir Laurence Rossignol. On parlera évidemment de Nicolas Hulot, vous êtes ancienne ministre du droit des femmes et présidente de l'Assemblée des femmes. On parlera du Covid aussi, mais avant ça, ce drame dans la Manche, donc en France, on peut dire que c'est en France. 31 migrants sont morts cet après-midi dans la Manche en essayant de rallier l'Angleterre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était sur place en début de soirée. 33 personnes ont chaviré au large de Dunkerque et de Calais. Il y a aujourd'hui 31 personnes mortes ou inanimées et 2 rescapés qui sont actuellement soignés et dont les jours sont malheureusement également en danger. Parmi ces 33 morts, il y a, de ce que nous en savons, 5 femmes et une petite fille. Nous n'avons pas plus aujourd'hui d'informations sur l'identité de ces personnes. Et évidemment, les recherches vont continuer dans les heures qui viennent et demain pour voir s'il n'y avait pas d'autres personnes dans cette embarcation de fortune. Comment éviter ce genre de tragédie à l'avenir ? C'est la plus grosse catastrophe de ce genre en France. Et on ne voit pas pourquoi ça ne recommencerait pas. Oui, vous avez raison de le dire comme ça. C'est infiniment triste. Et c'est une grande catastrophe dans la Manche, en mer du Nord, mais des catastrophes du même type se déroulent régulièrement en Méditerranée. Et les mers qui entourent l'Europe et qui font le passage entre les pays d'où viennent les personnes qui migrent et les pays où elles veulent aller sont en train de... C'est pas le cas pour la Manche. J'ai dit entre là d'où viennent les personnes et les pays où elles veulent aller. C'est le cas pour la Manche, puisqu'elles veulent aller en Grande-Bretagne. Oui, c'est la Manche. La France est pour elle un pays d'arrêt et non pas d'origine. Je vais y revenir là-dessus. Les mers qui nous entourent, qui font la liaison, sont en train de devenir effectivement des cimetières. C'est triste parce qu'il faut se projeter un instant dans ce qu'a été la vie de ces gens. Et puis aussi parce que j'ai eu 1 ou 2 fois à être en contact direct avec des familles dont les gens s'étaient embarqués, dont les proches s'étaient embarqués. L'inquiétude, au-delà du mot inquiétude d'ailleurs, l'angoisse permanente des familles qui savent que l'un des leurs est parti. Ce que je voudrais dire à la question que vous posez, comment on peut faire pour arrêter ça, écoutez, franchement, je ne sais pas. J'entends que le président de la République et le ministre de l'Intérieur vont mettre l'accent sur la question des passeurs. Oui. Bon, c'est indispensable. Le ministre de l'Intérieur a eu des mots extrêmement durs sur les passeurs, les comparant à des terroristes. Oui, je ne sais pas si on peut comparer si on compare les passeurs aux terroristes, qu'est-ce qu'on va dire quand on aura des terroristes de nouveau ? Bon, ce sont des grands délinquants, voilà, c'est des gens qui c'est du trafic d'êtres humains, voilà, ça relève de la traite. Je suis pas sûre que les passeurs soient la solution. Ça me fait un peu penser aux trafiquants de drogue. Vous savez, tant qu'il y a des consommateurs et de la drogue qui arrive, il y a des trafiquants de drogue. On en fait tomber quelques-uns, puis il en repousse d'autres. Les passeurs, j'ai l'impression, tant qu'il y a des gens qui veulent passer, il y aura des passeurs. Non, je pense que pour ceux qui veulent partir en Grande-Bretagne, à la limite, une des choses importantes, ce serait de leur passer l'envie de la Grande-Bretagne, parce que ces gens, quand ils sont en France, on leur propose un hébergement, on leur propose les procédures de droit d'asile, et on me dit qu'environ 1 sur 2 est absolument décidé à passer en Grande-Bretagne. Certains sont anglophones, d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles... Il faudrait les encourager à rester en France ? Dès lors qu'ils ne peuvent pas rentrer en Grande-Bretagne légalement, je ne vois pas d'autre chose à faire que de les encourager à rester en France, ne serait-ce que pour assurer leur sécurité, puisqu'il n'y a pas d'autre option pour aller en Grande-Bretagne que l'option du passage clandestin, donc d'un passage forcément dangereux. Un certain nombre y arrivent. Il paraît que 24 000 personnes sont passées en Grande-Bretagne, mais dans des conditions tellement dangereuses que ça peut pas être une voie. Donc comment les dégoûter de l'Angleterre d'un certain point de vue, qui n'est pas le paradis qu'ils croient d'ailleurs, mais quel pays de la langue qu'ils parlent pour certains d'entre eux, et c'est important
important. Et dans lesquels ils ont de la famille, puisque, comme vous le dites, beaucoup passent quand même. Et puis l'Angleterre, c'est facile, c'est un pays dans lequel le marché du travail est totalement dérégulé, et puis dans lequel les gens peuvent vivre sans papier, clandestins, dans des communautés. On n'a pas le même schéma en France. Donc, les inciter à les garder en France, peut-être aussi donner l'impression que la France est plus attractive qu'elle ne l'est pour les immigrés, mais avec derrière une vraie question, c'est comment on intègre ces gens qui restent, et puis surtout peut-être arrêter de donner à l'extérieur l'impression d'un pays qui est obsédé par les questions d'immigration, comme nous le sommes aujourd'hui, mais aussi trouver du travail. Je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pourquoi la question de la réindustrialisation du pays est essentielle, c'est que ces gens qui nous arrivent... mais il y a un lien. J'ai bien compris. J'ai pas essayé de passer directement... Je souris parce que la Oui. réindustrialisation, c'est un thème de campagne d'Arnaud Montebourg que Laurence Rossignol soutient. Oui, mais j'ai pas essayé de placer mon candidat comme ça. Ce que je veux dire, c'est que nous avons ces gens qui arrivent. Beaucoup sont faiblement diplômés, peu diplômés, ne parlent pas forcément le français, pas bien le français. Industriel peut être une solution pour eux. Et que donc, les emplois qu'on a en France pour les personnes qui viennent de l'étranger sont des emplois à haute valeur ajoutée. Parce que quand les médecins... On est très content de les voir arriver en France, les médecins, même si on prive leur pays d'origine de leurs médecins et qu'on accueille des médecins à qui on n'a même pas payé les études d'ailleurs. Mais là, j'entends personne se plaindre de la question de l'immigration. En fait, quand il y a du boulot pour les immigrés diplômés, on est très content de les accueillir parce qu'on a besoin d'eux, mais qu'est-ce qu'on offre aux non-diplômés? Mais c'est la même chose, et je finis là-dessus. Industrialiser le pays. Oui, et c'est la même chose d'ailleurs pour beaucoup de Français qui sont aujourd'hui sans emploi ou sans perspective d'avenir dans le travail parce qu'il n'y a pas de job pour les non-diplômés aujourd'hui. Alors justement, il y a un autre candidat dont je voulais vous parler parce que la semaine dernière sur France 2, Yannick Jadot a déclaré que l'immigration, vous dites que tout le monde est obsédé par l'immigration, Yannick Jadot, lui, ne l'est pas. En tout cas, il estime que ce n'est pas un problème pour la France. Moi, je ne vois pas de problème avec l'immigration en France aujourd'hui. C'était la question. On a les réfugiés. Ça relève de notre devoir d'humanité, ça relève de nos obligations au regard du droit européen, au regard du droit international. Il y a le regroupement familial. Ça relève de nos obligations humaines, ça relève de nos obligations au regard du droit international. Quand j'entends la droite dire on va réduire de 2/3 le regroupement familial, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le regroupement familial, c'est la famille proche. C'est pas votre cousin, c'est vos enfants, c'est votre femme. Donc en fait, quand on écoute les Républicains, on prend un enfant sur 3. Question claire, est-ce que vous-même et Arnaud Montebourg, vous signeriez ce propos de Yannick Jadot? Parce qu'on a eu l'impression au début de la campagne que Arnaud Montebourg était beaucoup moins cool, comme on dit, que cela vis-à-vis de l'immigration. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est d'une part les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, les conditions d'entrée et les conditions de séjour en France des étrangers. C'est comme ça. Je trouve que c'est mieux de le dire sous la forme juridique. Les conditions d'entrée et les conditions de séjour. Est-ce que vous diriez l'immigration n'est pas un problème pour la France? Je dirais que les immigrés ne sont pas un problème pour la France, incontestablement. Mais nous avons en revanche une vraie difficulté qui est que notre système d'intégration ne fonctionne plus comme il a fonctionné dans les années, dans les décennies précédentes, pas simplement dans les années. Il ne faut pas restreindre le regroupement familial? Je n'y suis pas favorable. Arnaud Montebourg non plus? Écoutez, on n'a pas décidé de mettre les questions d'immigration dans le cœur de la campagne à cette étape. Au moment où il faudra en discuter, je ne peux pas m'engager totalement pour lui parce que nos sujets sont pas là, mais je pense que ce serait une erreur que de s'en prendre au regroupement familial. Vous savez, l'époque d'avant le regroupement familial pour les immigrés, c'était pas une belle époque. Franchement, on n'a rien. On peut se retourner derrière nous créé et par se rappeler. Giscard, je crois, le regroupement familial. Exactement. Mais se rappeler ce qu'était la vie des travailleurs immigrés. Alors évidemment, on avait besoin d'eux. On avait des usines. Entre-temps, les usines sont parties. Les usines dans lesquelles ils travaillaient ont exporté leur chaîne de production. Et on va revenir à la réindustrialisation. Non, oui, mais elles ont exporté leur chaîne de production dans les pays d'où venaient les gens. Et on se rend compte que non seulement on a fermé des usines en France, fait disparaître des emplois, mais qu'en plus, ça n'a pas fait cesser l'immigration des pays où on a transféré l'activité. Laurence Rossignol, je sens que vous ne voulez pas en parler. On a senti, il y a eu un papier d'Arnaud Montebourg il y a à peu près 6 mois où, franchement, il remettait la question des frontières au cœur de sa politique. Donc, vous avez beau dire que tout cela ne pose pas de problème, ça n'a pas l'air d'être le cas d'Arnaud Montebourg. Est-ce que vous assumez que sur ce sujet-là, il a des convergences avec la droite ?
Est-ce qu'il y a Non, je ne pense pas qu'il ait des convergences avec la droite. Je pense que l'analyse que fait Arnaud Montebourg, c'est qu'une partie des Français considère que la gauche ne sait pas ou ne peut pas ou ne veut pas parler de la question des étrangers en France. Et que le fait de ne pas en parler ou de se contenter d'en parler de manière extrêmement souple lorsqu'on est dans l'opposition, pour une fois qu'on est en pouvoir, faire des politiques beaucoup plus rigoureuses que celles dont on parle dans l'opposition, n'est pas une bonne façon de faire progresser le pays. Et que c'est pas en disant aux gens il n'y a pas de problème que les gens vont croire qu'il n'y a pas de problème. C'est en leur disant voilà quels sont les outils pour régler les questions d'intégration, pour garantir l'égalité républicaine à tous ceux qui vivent en France, pour garantir à ceux qui vivent en France avec leurs enfants, parce que effectivement, moi, je pense que le regroupement familial est une nécessité humaine, voilà, que ça relève des conventions internationales et en particulier celle des droits de l'enfant. Que dire aux gens, il n'est pas normal que ces enfants soient tous dans les mêmes quartiers, dans les mêmes écoles et condamnés à l'échec scolaire, qu'il n'est pas normal que les étrangers qui vivent en France ou les gens d'origine étrangère qui vivent en France, qui ont encore des noms à consonance étrangère, soient victimes de discrimination. Je pense qu'il faut qu'on affronte à la fois la question d'un racisme latent encore existant en France, d'un traitement humain et de la nécessité aussi d'appliquer les lois. On ne peut pas dire qu'il faut contourner les lois. Nous avons des lois, ces lois doivent être appliquées. Quand il y a des reconduites frontières qui doivent être faites à l'encontre de délinquants ou de gens poursuivis ou condamnés pour des entreprises terroristes, il faut appliquer les lois. Il faut simplement pour des gens déboutés du droit d'asile. Ou simplement pour des gens déboutés du droit d'asile ? Ou simplement pour des gens déboutés du droit d'asile, avec toutes les difficultés qu'on connaît, mais que je pense qu'on peut encore aujourd'hui remettre la machine à intégrer en route et qu'on a des besoins économiques. Donc vous ne dites pas, comme moi j'avais l'impression qu'Arnaud Montebourg disait ça, mais enfin peut-être que je me trompe, que qui n'a pas de papier doit systématiquement être conduit hors du territoire. Je crois pas qu'il dise ça. Puis vous savez, moi je suis élue depuis longtemps. Sénatrice de l'Oise. Sénatrice de l'Oise, et avant j'étais élue régionale. Voilà. Je suis depuis longtemps. J'ai très souvent dans mon bureau des gens, donc je connaissais les opinions politiques, qui étaient des gens très durs, à droite dure. Et qui vous disaient, celui-là, faut le garder, celui-ci, il faut le garder. Moi j'ai un jardinier qui est formidable, Madame Rossignol. Si vous saviez comme il est gentil, il n'a pas de papier, c'est pas de sa faute. Ok. Et on régularise. Très bien, expliquez ça à votre candidat. Voilà. Écoutez, on en parle. Très bien. On va essayer d'avancer. Nicolas Hulot a annoncé qu'il quittait la présidence de sa fondation avant même la diffusion d'une enquête d'envoyé spécial. C'est demain soir. Je précise, vous nous avez dit que vous serez sur le plateau d'envoyé spécial demain soir. Enquête où il est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle et de viol. Eh bien, Nicolas Hulot a contre-attaqué, si je puis dire, avant l'attaque sur BFM ce matin. Ma réponse, ces accusations sont purement mensongères. Donc ces femmes mentent. Les accusations telles qu'elles me sont rapportées, elles sont mensongères. Donc, ces femmes mentent. Je vais me battre parce que celles qui se reconnaîtront et qui sont à la manœuvre derrière ça, vous n'aurez pas ma dignité. Vous n'aurez pas ma dignité. Qui est à la manœuvre ? Qui est à la manœuvre ? Des femmes qui ont alimenté, qui ont construit ces rumeurs, ces insinuations, et qui, au moment ou à un autre, fait qu'on rentre dans une espèce de spirale de folie dans laquelle on ne peut plus décerner la vérité et la réalité. En gros, il crie non seulement il accuse ses accusatrices de mentir, mais il crie au complot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que je ne vais pas commenter Nicolas Hulot, qui lui-même commentait des témoignages qu'il n'a pas vus. Oui, beaucoup de gens ne se sont pas gênés pour commenter ses propos. Oui, mais je pense qu'il faut attendre pour tout le monde demain voir les témoignages, et après chacun pourra sous-peser la contre-attaque de Nicolas Hulot et les témoignages qui seront diffusés demain. Mais pour faire simple, et effectivement, comme vous l'avez dit, comme je suis sur le plateau d'envoyé spécial demain soir, je ne peux pas trop m'en parler dès aujourd'hui. Puis je crois que les Français le voient quand même, les témoignages, parce que ce n'est pas la même chose quand on les a vus ou pas. Je vais vous dire, il n'y a rien qui va dans son propos. Rien ne va. Voilà, on peut faire une lecture ligne à ligne. Il n'y a rien qui va dans la manière dont il parle des femmes, la manière dont il parle de lui,
qui est absolument incroyable. La manière dont il démontre qu'il ne comprend même pas la nature et les ressorts des violences sexuelles. Et cette phrase formidable dans laquelle il laisse entendre que le viol, c'est pour les moches, quoi, pour les mecs moches. Voilà, parce que lui, c'est un joli garçon. Et que donc, il n'a pas besoin de contraindre. Et que donc, il n'a pas besoin de violer. Bon, voilà. Mais par ailleurs, j'observe qu'il a essayé de faire, avec le reportage qui passe demain sur Envoyé spécial, la même chose qu'il avait fait avec l'enquête du journal Hebdo, c'est-à-dire attaquer avant. C'est-à-dire décrédibiliser la parole de l'accusation. La parole des victimes et aussi l'enquête des journalistes. Voilà. Et moi, je vais juste dire une chose, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enquêtes qui sont faites par plusieurs médias sur ces affaires de violences sexuelles. Et je trouve que le travail qui est fait par vos consoeurs ou vos confrères est un travail remarquable. Je sais le temps qu'ils passent les uns et les autres à enquêter. Je sais à quel point ils vérifient tout. Et franchement, moi j'ai deux règles. D'abord, croire les femmes qui témoignent. Toujours. Ah, oui, j'ai une présomption de crédibilité a priori. Ce qui veut dire que c'est une présomption de culpabilité pour celui qu'elles accusent. Oui, puis après, il y a d'abord, aborder les témoignages. Vous savez, aujourd'hui, il y a une présomption non pas de crédibilité sur les femmes, il y a une présomption de mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une présomption de mensonge qui pèse sur elles. C'est toujours le cas. Encore aujourd'hui. Donc déjà, rééquilibrons ça, ça ira bien. Et surtout, j'ai une grande confiance dans les journalistes qui enquêtent et les enquêtes qu'elles livrent et qu'ils livrent parce que leur travail est très, très, très sérieux et très documenté. Eh bien, merci pour Élise Lucet et ses équipes. On va retrouver notre observatrice citoyenne Louisa Chohu. Je rappelle que vous êtes étudiante en première année d'histoire à la Sorbonne. Vous avez entendu et peut-être réentendu, comme nous ce soir, Nicolas Hulot. Est-ce que vous trouvez, comme l'a dit Laurence Rossignol il y a un instant, que rien ne va dans les propos de Nicolas Hulot ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec elle, puisque certains de ses propos m'ont choquée parce que, comme elle vient de le dire, il essaie un peu de minimiser cet acte en utilisant de l'ironie, comme quoi le viol c'était pour les hommes moches, alors que on parle quand même d'un viol, on parle d'un crime, des femmes qui ont souffert, et le fait qu'il minimise ces accusations me révolte. Est-ce que vous avez une question à poser à Laurence Rossignol ? Oui, je me demande comment, au sein de la politique, au sein de la sphère publique, on peut faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus et qu'on les condamne ou qu'on aille jusqu'au bout. Merci beaucoup, Louisa, pour votre question, Laurence Rossignol. Et comment on peut faire ? En fait, dans le monde politique, c'est comme partout ailleurs. Pour que ces comportements cessent, il faut d'abord que les femmes parlent, ensuite qu'on les écoute et enfin qu'on prenne des mesures quand elles ont parlé. Voilà ce qu'il faut faire. Et il faut inverser ce qui était jusqu'à présent souvent la règle, c'est-à-dire on minimise. Ah oui, tu sais bien, il est un peu lourd. Oui, je sais, je suis désolée. Ah, il a attrapé ta bretelle de soutien-gorge et il t'a fait claquer ton soutien-gorge. Oui, c'est pas très malin. Non, c'est pas que c'est pas très malin. C'est que c'est inacceptable parce que les femmes doivent avoir en tête qu'en politique, une des raisons pour lesquelles la misogynie et pas forcément les agressions sexuelles, mais au moins la sexualisation permanente des rapports entre les hommes et les femmes est exercée, c'est pour dissuader les femmes de faire de la politique. C'est simplement pour leur dire, ce monde-là n'est pas pour vous, on vous y déstabilisera en permanence. Donc, il faut vraiment que les femmes se serrent les coudes entre elles, qu'elles soient très solidaires, et les hommes évoluent aussi. Ce qui est très rassurant, c'est que les hommes évoluent aussi. Merci beaucoup, Louisa. Je voudrais poser une question à Louisa. Je voudrais en profiter parce qu'on va parler du monde politique. Louisa, avant qu'on parle du monde politique avec Laurence Rossignol, est-ce que depuis MeToo, vous avez le sentiment que on vous a vu l'année dernière, vous étiez en terminale, donc j'imagine que vous êtes, c'est ça, en première année de fac. Voilà. Oui, est-ce que les rapports entre les garçons et les filles de votre génération ont changé depuis MeToo ? Oui, on voit vraiment que les choses changent de façon positive, parce qu'avant, on avait l'impression que c'était uniquement les femmes qui portaient le mouvement, mais de plus en plus, dans mon entourage, je vois qu'il y a aussi des hommes qui se sentent d'autant plus concernés. C'est vrai, elle a raison.
Le vrai événement générationnel, c'est la mixité de la prise en charge du combat. Et parce que entre les garçons qui veulent pas être assimilés aux harceleurs, et ils ont bien raison de défendre leur humanité, et puis ceux qui veulent contribuer à protéger les filles des harceleurs, ça fait que les choses changent. Et même dans mon milieu, c'est pas la même génération. Aujourd'hui, quand on alerte, on est écouté. Et les harceleurs sont convoqués, voilà, on les surveille. C'est plus du tout comme avant où c'était nous qui étions renvoyés à nous débrouiller avec nos problèmes de harceleurs. Merci beaucoup, Louisa, d'avoir participé à cette émission ce soir. Je vais revenir sur la question que vous a posée Louisa à l'instant sur qu'est-ce qu'on peut faire, notamment dans le monde politique. Est-ce que vous avez l'impression que d'une certaine façon, Nicolas Hulot a été couvert par le monde politique ? Je parlerai de ça demain. Oh non, non, mais ça, non. Ah ben non. Ah ben si. Non, mais sans nous donner d'exemples concrets, mais y a pas, vous les par connaissez. les Verts ou par le gouvernement même actuel, l'avoir mis ministre, est-ce que... Il y avait quand même cette idée qu'on disait tout le monde savait, c'est ce qu'on entend beaucoup. Mais question à laquelle moi, je suis pas là pour avoir des réponses, mais en tout cas, celle-là, je l'ai pas. Il y avait déjà des rumeurs sur Nicolas Hulot, on les avait tous entendues. Dans ces conditions-là, est-ce que c'était une erreur de la part d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe, comme vous voulez, de le nommer ministre ? Écoutez, je ne sais pas si les rumeurs étaient allées jusqu'à lui. Je n'en suis pas, je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent d'affirmer que les rumeurs étaient allées jusqu'à Emmanuel Macron, qui vivait dans un autre monde que beaucoup de gens, quand même. Et qui venait pas du milieu de la politique, donc... Oui, encore moins des écolos. Alors... Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Nicolas Hulot était ministre quand est sorti le premier témoignage et l'enquête du journal Hebdo. Et donc, ça, c'est clair. Et qu'il a bénéficié d'un soutien absolument scandaleux de la part de tous ses collègues et du gouvernement. Et que ce soutien était inacceptable. Inacceptable parce qu'il savait ? Écoutez, inacceptable parce qu'il y a eu une enquête qui était produite. C'est une enquête, c'est pas... Oui, enfin, si ma mémoire est bonne, l'enquête... C'est une enquête sur des faits prescrits. Les faits étaient prescrits, mais les faits n'étaient pas contestés. Je me rappelle très bien du communiqué du procureur. Le communiqué du procureur ne mettait pas en cause les faits, il disait simplement qu'ils étaient prescrits. Donc n'importe qui pouvait en déduire que les faits étaient réels. Voilà. Après, la manière dont tous ses collègues, et en particulier la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, je l'avais dit à l'époque, je me demande, je crois que c'était à France Info Radio. Donc c'était Marlène Schiappa. Voilà, à l'époque, s'était précipité, avait accepté de lui apporter son soutien. À l'époque, elle avait dit, je l'ai noté, l'affaire Hulot offre une occasion en or à ceux qui veulent le discréditer. C'est ça. Ce qu'elle avait dit. Moi, j'avais trouvé que l'affaire Hulot offrait une occasion en or pour montrer à quel point c'était difficile de faire prendre en compte les turpitudes sexuelles des hommes de pouvoir. C'est encore pire dans le milieu politique. Non. Franchement, je regarde ce qui se passe. Je regarde le MeToo Média avec beaucoup d'intérêt. Je suis pas sûre que ce soit pire au politique que chez vous. Hein. Enfin, chez vous, pas dans votre... Non, j'ai bien compris. Dans le monde des médias, en fait, c'est tous les milieux dans lesquels les hommes occupent des positions de pouvoir et sont majoritaires. Voilà. Quand vous êtes dans un milieu... Voix à qui vous pensez dans le monde des médias. Oui, voilà. Dès que vous avez un milieu qui est un milieu de pouvoir, où les gens exercent du pouvoir avec beaucoup de jouissance, et que c'est un monde à dominante masculine, en proportion, les violences sexuelles, le harcèlement sexuel sont quasi systématiques, et la dénonciation... dans le milieu. C'est des milieux qui sont terriblement propices. Écoutez, on regarde le sport. Le sport, c'est par les affaires qui sortent sont quand même assez... Vous disiez tout à l'heure, pardon, mais ça m'a interpellé, que les rapports hommes-femmes étaient hyper sexualisés dans le monde politique. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas si je l'ai dit comme ça, mais... Pas hyper sexualisé, mais en tout cas sexualisé. Sexualisé, ça veut dire qu'on vous ramène au fait que vous êtes une femme. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, on voudrait dire, oubliez 30 secondes qu'on est une femme pour parler juste à quelqu'un, quoi. Nous ramenez pas toujours... En politique, il y a plusieurs formes de sexisme. Il y a le sexisme paternaliste. Allez, ma cocotte, ma cocotte. Allez, je vais te donner un petit peu de temps de parole. Allez, voilà. Il y a celui-là. Je vais te donner une circo. Voilà, je vais te donner une circo. Bon, il faudra pas oublier de dire merci, puisque c'est pas les femmes qui les donnent les circos. Tant que les hommes donnent les circos, les femmes sont... Circonscription, pardon. Oui, merci de faire la traduction pour... J'ai été le premier à le dire, donc... Oui, t'as bien... Ouais,
vous avez bien fait. Et donc, le paternalisme, il y a le sexisme, qui est quand même, pour moi, le pire. Ce que j'ai vécu de pire en politique, c'est pas tant les petites plaisanteries grivoises de mauvais goût, c'est l'invisibilité des femmes. C'est-à-dire que j'ai participé toute ma vie à des réunions où il y avait 40 personnes. Vous aviez l'impression d'être transparente ? Mais c'est surtout que dès qu'une femme se mettait à parler, la salle se mettait à faire du brouhaha. C'est-à-dire que les hommes parlaient entre eux. Et ils ne s'arrêtaient de parler que pour écouter l'un des leurs. C'est-à-dire que la parole des femmes était totalement décrédibilisée. Elle ne comptait pas, elle n'existait pas. Mais ça, c'est quand même quelque chose... Alors, bien sûr, tout ça évolue, mais c'était aussi lié à des rapports de force physique numériques. Voilà, il y a beaucoup d'hommes, peu de femmes, et puis les femmes cantonnées sur des sujets. En fait, en plus, si on parlait de ça, c'est que les femmes s'intéressaient à des sujets qui étaient d'ailleurs ceux qui étaient laissés vacants par les hommes, c'est-à-dire qu'elles prenaient l'espace là où il y en avait, donc les sujets sociaux, social, famille, sujets de société, et les hommes s'occupaient des sujets lourds, voilà, les finances, du budget, d'économie, de défense, les sujets régaliens. Okay. Et donc, les femmes s'occupaient de sujets qui étaient méprisés. Donc, elles étaient d'autant plus méprisées que leur sujet était méprisable. Voilà. C'était votre cas quand vous étiez à la famille, à l'enfance et aux protections, et aux droits des femmes. Oui, mais moi, j'adorais ces sujets. Si les faits sont prescrits, parce que c'est une réalité juridique, si les faits sont prescrits, est-ce qu'il est logique d'en parler quand même ? Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Les faits sont prescrits, mais... de manière générale, parce que c'est souvent que cette question se pose. D'ailleurs, on observe qu'un certain nombre de victimes parlent une fois que les faits sont prescrits. Oui. C'était le cas de la première accusatrice de Nicolas Hulot, d'ailleurs. Oui, non, puis il n'y a pas que Nicolas Hulot, il y en a plein d'autres. Laissons un peu Hulot de côté. Il n'est pas rare que les victimes parlent quand les faits sont prescrits, parce que, d'abord, elles savent que le parcours judiciaire est un parcours difficile, que ce sera parole contre parole, et que notre système judiciaire et pénal est organisé autour du doute. Le doute profite à l'accusé. Parce qu'il y a la présomption d'innocence et le doute profite à l'accusé. Et qu'elles auront beaucoup de mal à rapporter les preuves. Et pour autant, à un moment donné, d'abord ça pèse, voilà, ça pèse dans leur vie. Moi, je suis toujours très frappée de ça, d'entendre des femmes raconter des choses qui se sont passées il y a très longtemps, à quel point c'est toujours aussi... Est-ce qu'il faut aussi à fleur de peau, aussi bouleversant pour elles d'en parler. Et donc, il y a besoin d'en parler parce qu'il y a des prédateurs qui sont encore à l'œuvre. Il ne faut pas croire qu'ils ont tous pris leur retraite de prédateurs sexuels. Il y en a qui sont encore en activité. Hein. Oui, il n'y a pas de durée de cotisation. On va écouter une proposition de Ségolène Royal, justement sur la prescription. C'était il y a quelques minutes sur BFM. Quand on se retranche derrière la prescription, ça prouve qu'il faut changer la loi sur la prescription. Il faut faire sauter la prescription ? Il faut faire sauter la prescription quand il y a des preuves. Il faut faire sauter la prescription quand il y a des preuves. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? En gros, j'ai écouté l'émission. Ce qu'elle dit, c'est que même s'il y a prescription, on enquête. Et si, après l'enquête, il y a des preuves, on revient. Est-ce que, juridiquement, c'est possible ? Alors, le fait qu'on enquête, même quand il y a prescription, de plus en plus de parquets le font. Aujourd'hui, c'est quand même... Voilà, on enquête, c'est-à-dire qu'on recueille la parole de la victime, parce que, par ailleurs, on peut trouver encore des victimes qui ne sont pas prescrites. Donc, parce qu'en général... Et alors, faire sauter la prescription ? Les prédateurs. Alors, le problème de faire sauter la prescription, on en parle régulièrement au Parlement. Bon, d'abord, ça ne serait possible que pour les crimes. Donc, que pour le viol. Déjà, ça met de côté tout ce qui est agression sexuelle, puisque c'est délictuel. Et puis, ça ne serait que pour les crimes commis à partir de l'adoption de la loi. Ça ne changerait strictement rien pour Nicolas Hulot, puisque la loi n'est pas rétroactive. Donc, déjà, on a la prescription pour les mineurs et pas à partir de 18 ans. On a allongé considérablement les délais de prescription. Je pense que... c'est assez inéluctable. Et les arguments qui sont... Inéluctable quoi ? Qu'à un moment donné, on y arrivera à l'imprescriptibilité des crimes. Mais ce sera très compliqué parce que... Des crimes sexuels. Mais ce sera très compliqué parce que pourquoi qu'est-ce qu'on dit aux parents d'une victime d'un crime non sexuel ? Vous faites trucider dans la rue, le débat est récurrent. Voilà. Vous êtes pour ou non ? Vous êtes pour différencier un crime sexuel d'un crime qui n'est pas sexuel ? Non.
Donc, Non, c'est pas possible de faire ça. alors donc vous n'êtes Donc pas... c'est l'imprescriptibilité de tous les crimes. Donc vous n'êtes pas pour le changement de la loi. Non, mais à chaque fois qu'on a eu à l'examiner au Parlement, j'ai des collègues avec lesquels je suis en totale affinité sur tous ces sujets-là, qui sont très attachés à l'imprescriptibilité. Je connais les responsables associatifs aussi qui promeuvent ça. J'entends ce qu'elles disent, je suis assez sensible à ce qu'elles disent, mais en même temps, je suis jamais arrivée à franchir le pas et à le porter parce que parce que je pense que ça résout pas tout. Voilà. Il nous reste 4 minutes pour parler de la campagne électorale. Alors vous êtes une socialiste historique, il y a un certain temps que je vous connais, vous avez toujours été une socialiste fidèle à votre parti, fière de votre parti. Qu'est-ce qui vous pousse tout d'un coup à soutenir Arnaud Montebourg et non pas la candidate officielle de votre parti? Parce qu'il y en a une, je vous rappelle, elle s'appelle Anne Hidalgo. En fait, j'ai commencé à travailler avec Arnaud Montebourg dans la perspective de sa candidature bien avant qu'Anne Hidalgo ne soit candidate et même quand elle disait qu'elle ne le serait pas. Donc c'est à partir de là, et à partir du moment où elle est devenue candidate, j'ai pas jugé utile de changer. Comme ces choses-là sont joliment dites. Voilà. Et en fait, parce que je suis d'accord avec beaucoup de la campagne d'Arnaud Montebourg. Je suis d'accord avec sa façon d'appréhender les choses. Je pense que la gauche a un problème, c'est que la gauche a perdu les classes populaires et les classes moyennes, qu'une partie de la gauche, celle qui se reconnaît le plus dans la société telle qu'elle va, c'est la gauche qui trouve que ça va pas si mal. Voilà, une gauche qui trouve que ça va pas si mal. Qui a abandonné le social. Qui a abandonné, oui, le social au profit du sociétal, que nous avons perdu les classes populaires et les classes moyennes, que nous les avons perdues aussi parce que les structures sociologiques et des classes sociales ont beaucoup changé. Et je suis d'accord avec Arnaud Montebourg sur ces axes principaux. La réindustrialisation. Moi, je crois à la classe ouvrière. Mais encore faut-il que la classe ouvrière ait de l'ouvrage. Qu'il y ait des ouvriers. Qu'elle ait de l'ouvrage, voilà. La classe ouvrière ne peut pas se reconnaître dans Anne Hidalgo? Inspectrice du travail de formation. Mais c'est pas dans Anne Hidalgo. Dans le programme d'Anne Hidalgo. Je pense que comment vous dire, le programme d'Anne Hidalgo part du principe que la social-démocratie est au cœur de toutes les futures recompositions de la gauche. Je ne crois plus ça. Voilà. Je pense que les recompositions qui se feront sur d'autres bases que sur celles de la social-démocratie. Je préfère dire que moi, je suis une réformiste plutôt que d'être une social-démocrate. La social-démocratie en Europe, ça renvoie à des choses assez différentes et assez compliquées. Le réformisme n'est pas vraiment considéré comme très à gauche non plus. Non, mais je suis pour des réformes. Voilà. D'accord, ok. Je suis pour gouverner, je suis pour des réformes. Donc, en 3 mots. Anne Hidalgo aussi. Oui, Anne Hidalgo aussi, mais je trouve que tous ceux qui se présentent. Je pense que la gauche aujourd'hui est devenue le Parti socialiste est essentiellement le parti qui représente les centres-villes des grandes métropoles. Voilà. Et qu'il y a toute une partie du pays, moi je suis élue de l'Oise, un département où, croyez-moi, les socialistes... Arnaud Montebourg, dans les villes périphériques, ça imprime plus qu'Anne Hidalgo? Mais moi je ne me pose pas de problème en termes, est-ce que Arnaud Montebourg imprime plus ou est-ce qu'Anne Hidalgo imprime plus? D'abord, quand même. Oui, pour le moment, si on est honnête, on va dire que ni l'un ni l'autre ne sont crédités dans les sondages de toute l'énergie qu'ils mettent l'un et l'autre à faire leur campagne une bonne campagne. Tout à fait. On va dire les choses comme ça, donc on va éviter de comparer qui imprime, qui imprime pas. Mais je suis d'accord avec ce que dit Montebourg. Je suis pour la 6e République. Je suis pour retrouver de la souveraineté. Je ne suis pas d'accord pour que l'Europe se mêle en permanence de nos politiques industrielles. Je ne suis pas d'accord pour que l'Europe vienne nous dire, quand on recapitalise Air France, vienne nous expliquer que la contrepartie au fonds public qu'on va donner à Air France, ce sera qu'on devra accepter les compagnies low cost européennes. Je pense que nous avons la nécessité de reprendre des mains. Sort de ce corps. Écoutez, je pense pas qu'il y ait besoin d'être Jean-Luc Mélenchon pour à un moment donné se dire comment ça se fait qu'en France, on n'a plus que 11% de notre PIB qui vient de l'industrie, qu'on est le plus bas des pays d'Europe, qu'on a laissé filer notre industrie. En laissant filer notre industrie, on a désarticulé la sociologie de notre pays. Je pense que toutes les questions d'immigration qui sont récurrentes et qui empoisonnent le débat politique viennent du fait qu'on est collectivement dans ce pays sans projet. Et j'aime bien la vision d'Arnaud Montebourg, c'est pour ça que je suis plus la 6e République, qui est incontestablement un sujet que je porte depuis moi aussi des années. Merci beaucoup Laurence Rossignol. Merci beaucoup. On va retrouver Patricia